Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'allaitement maternel. Nous sommes avec Carole Hervé, consultante en lactation et BCAC. Bonjour Carole. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, on va aborder la thématique des pleurs. Oui. Question très simple, pourquoi est-ce que les bébés pleurent? Pour se signaler à nous, ils ont besoin, c'est une notion de survie, le bébé est un petit être immature, il a besoin d'être cajolé, d'être protégé, d'être caressé, d'être aimé, d'être beaucoup contre sa maman, et lorsqu'il n'est pas dans les bras de quelqu'un d'aimant, eh bien il se signale. Les pleurs qui appellent la faim, c'est vraiment le dernier des signaux, hein. C'est réellement un signal très tardif, mais au-delà de ça, ils ont vraiment besoin d'être cajolés, ils ont besoin de remplir leur réservoir affectif avant tout. Alors bien sûr, il y a du lait qui vient derrière, et ça c'est le bonus, mais ils ont vraiment besoin de se sentir contenus, soutenus, et beaucoup dans les bras. Et si on répond à ce besoin fondamental, eh bien après ils explorent le monde, et après ils ont plus besoin de leur maman. Ok, très bien. Que faire lorsque mon bébé pleure lors de la mise au sein? Alors, s'il pleure lors de la mise au sein, peut-être qu'on a un petit peu trop attendu. Ça va dépendre aussi de l'âge du bébé. Le bébé, à la naissance, il exprime, et par la suite aussi, mais il exprime vraiment toute une suite de réflexes qui sont là pour l'amener vers le sein. Si la maman s'installe dans une position confortable, et une position confortable, c'est pas quand on a le dos droit, quand on est au bord du fauteuil, non, on est beaucoup plus calé dans le fauteuil, peut-être qu'on a un coussin derrière le dos, comme je l'ai fait là aujourd'hui. Il est possible qu'on trouve un angle qui soit confortable pour caler son dos. Et bien, si on prend notre petit bout, et alors souvent la maman vient le caresser, vient lui parler, vient lui faire un petit bisou, qu'il dorme ou pas, hein, et elle se pose avec son bébé, elle trouve un angle qui est confortable, et là le bébé va commencer à émettre des réflexes. Et les réflexes, ça peut ça par exemple, le pivert, ou alors chercher de droite et de gauche, ou bien taper avec la glabelle, ou taper avec le masséter. Ce sont des réflexes tout à fait naturels qui amènent le bébé vers le sein. Et souvent dans notre société, on a tendance à ne pas reconnaître ces réflexes dès le départ en se disant mais il ouvre pas les yeux, mon bébé, il a pas faim, ou alors il a tété il y a X minutes, alors on prend le smartphone pour se dire alors à quel moment est-ce qu'il a tété, et finalement on a un bébé qui commence comme un petit animal, un petit mammifère à se signaler à nous. Et puis il est susceptible de changer de comportement et d'avoir une réaction beaucoup plus vive assez rapidement si on ne répond pas rapidement, parce que pour lui, c'est ça, c'est hey, oh, je suis là, j'ai les yeux fermés, mais je suis là parce que je suis un petit animal, je suis un mammifère et je vais vers le sein. Donc, la meilleure réponse à ces pleurs, c'est d'anticiper et c'est d'éviter ces pleurs. Quels sont les signes justement c'est d'ici quand le bébé, mais quand il n'est pas justement au sein, près du sein, est-ce que... Mais quand il est pas près du sein, il va moins les exprimer. S'il est dans son berceau, il va être plus susceptible de faire Ouais, et ça commence déjà dans sa bouche, et ça commence à être des signes tardifs, hein. Réellement, là on a un bébé qui aurait besoin d'être en proximité avec sa maman, et donc la maman a son bébé contre elle, et puis le bébé commence à signaler, hop, elle dégrafe le soutien-gorge, elle le met au sein, et ça va bien. Donc c'est une manière d'éviter ces pleurs au sein. Maintenant on a le droit de temps en temps d'aller faire pipi, vous savez, ces petits besoins fondamentaux là qu'on aime bien réaliser, enfin combler en tout cas. Et bien, dans ces moments-là, si on a un bébé qui est trop agité, on l'aide à se réorganiser. Déjà, on souffle un peu. On va se laver les mains, prendre un doigt propre, lui donner le petit doigt, et puis cajoler un petit peu notre bébé. Il y a beaucoup de mamans qui vont prendre leur bébé dans une position un petit peu comme celle-ci. Vous voyez, une main sur le ventre, une main comme ça, elles se mettent debout et elles cajolent un petit peu le bébé. Elles vont aussi prendre le bébé dans leurs bras, poser le bébé contre l'épaule, vraiment le materner, l'aider à se contenir. Ça va aider le bébé à se regrouper un petit peu, à se détendre, et hop, elle va glisser à la bonne adresse. Et donc c'est une manière de contrecarrer, d'essayer de répondre rapidement à ces besoins, et puis on a le droit de se louper, hein, parfois. Ça arrive très souvent d'avoir un bébé qui pleure, et c'est pas non plus le drame. Maintenant, il est vrai que quand un bébé pleure, il va avoir tendance peut-être à plus pincer le mamelon,
Et je pense à ces mamans qui ont eu très mal au sein et qui n'osent pas mettre leur bébé au sein, qui attendent qu'il soit réellement réveillé. Alors le bébé, il passe d'un moment d'éveil calme ou même de somnolence à très vite une agitation. Donc finalement, elles sont prises au dépourvu par les pleurs. Ou alors le bébé pleure, il tète et hop, il s'endort aussitôt. Et du coup, c'est peine perdue. On a besoin après de le relancer, peut-être en comprimant la glande mammaire pour larguer plus de lait. Donc, bon, la meilleure réponse, c'est la prévention, mais si on est pris au dépourvu, eh bien on va donner le petit doigt, on va essayer d'aider le bébé à se réorganiser, puis ça va aller tout seul. Ok, très bien. Donc ça concernait les pleurs avant une tétée. Qu'en est-il si jamais le bébé pleure au milieu d'une tétée? Alors, le bébé peut pleurer au milieu d'une tétée, soit parce qu'il a un rond coincé, et une fois encore, cette position géniale, je l'ai revue tout à l'heure là en consultation, et bien hop, le bébé vient appuyer, glisser un petit peu son ventre, le frotter contre celui de sa maman, et hop, ça lui permet d'émettre un rond. Parfois, il a aussi envie d'évacuer une selle alors qu'il tète, et du coup il râle un petit peu. Parfois, il a un rond coincé. Et une petite astuce va consister à asseoir le bébé, donc vraiment une fesse sur une cuisse, les pieds de l'autre côté, une main doucement, il n'y a pas de tension là derrière, doucement posée derrière la nuque du bébé, une main sous le menton, et puis on l'aide à se redresser un petit peu. Je n'ai pas dit le soulever, j'ai dit l'asseoir, sachant que le bébé va soit se mettre comme ça, soit partir en arrière, et finalement cette position où il est assis comme ceci, va faire une légère pression sur son estomac et peut l'aider à faire un rond. D'accord. Et finalement, on gagne du temps. Alors, on peut aussi, bien sûr, le faire comme ça. J'ai remarqué, j'ai peut-être tort, que lorsqu'on assoit le bébé, ça vient un petit peu plus vite. D'accord. Donc ça peut être l'une des raisons. Une autre raison va être une question de débit. Le bébé peut pleurer parce que le débit n'est plus à son goût. Il aime bien quand ça coule vite. Le bébé aime bien quand ça coule vite. Pas toujours, mais souvent ils aiment quand ça coule vite. Et à ce moment-là, il n'est pas très satisfait. Et donc, quand la maman est dans une position confortable, eh bien, elle va venir avec la main opposée comprimer le sein pour relancer le bébé et voir si ça le rassure et si ça l'apaise. Si ça ne suffit pas, elle brise la succion et elle passe de l'autre côté et elle recommence. D'accord. Très bien. Et du coup, en fin de tétée, si le bébé pleure alors qu'il a fini de manger, on va alterner. Il n'y a pas une durée typique, caractéristique de la tétée. Il n'y a pas non plus une tétée qui doit s'arrêter absolument sur un sein. C'est pas parce que le bébé a tel âge qu'il doit prendre un sein ou deux seins. En réalité, il peut en prendre 4 ou 6. Il n'y a pas d'interruption. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a encore faim? Du coup, s'il pleure, en fait, il ne tète pas parce qu'il a faim. Il tète parce que ça lui procure du plaisir. Et parfois, s'il y a un inconfort, il a intuitivement compris que le fait de téter va limiter cet inconfort. En tout cas, va répondre à cet inconfort. Notamment, permettre d'évacuer une selle ou un gaz. D'exprimer plus facilement un rond. Donc le bébé retète pour ça aussi. Le bébé parfois a un petit peu d'acidité dans le fond de la gorge et il va avoir besoin de retéter pour se calmer. Donc quand il pleure comme ça, on le remet au sein. C'est simpliste et en même temps c'est vraiment très efficace de remettre très très souvent le bébé au sein. D'accord. Donc s'il pleure en fin de tétée, on change de sein et on rechange de sein et on rechange de sein et on recommence. Ok, donc on lui propose systématiquement le sein, on l'encourage à prendre le plus souvent possible le sein. Ok, très bien. Et lorsqu'un bébé pleure en fin de journée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va bien, il y a de grandes chances qu'il aille bien. Ça veut dire que c'est pas un bébé qui va se laisser aller à la mort inattendue du nourrisson. Alors certes, on est bien d'accord que c'est épuisant, c'est irritant parce que nous, en fin de journée, on a le droit d'être fatigué, on a souvent notre partenaire de vie qui rentre de son travail et qui dit mais on sort, mais tu t'as fait que ça de la journée, tu devrais être détendu et finalement, on a un bébé qui nous donne l'impression d'être agité. Alors des études nous révèlent que la quantité de lait que le bébé reçoit le soir est un peu moins importante que ce que le bébé va recevoir le matin. On se dit mais est-ce qu'on a moins de lait? Et d'ailleurs les mamans me disent j'ai les seins moins pleins le soir. Elles ont l'impression de ne plus avoir de lait. Pour une maman il y a un raccourci. Sensation de moins de lait, ça veut dire j'en ai plus. Et bien finalement ce lait-là qui arrive en fin de journée est plus gras, il est plus concentré. Et ça demande plus d'efforts au bébé pour aller téter. Et comme il n'y a pas de règle d'écart à respecter d'une tétée à une autre, eh bien si on répond
volontairement à la demande du bébé, et si on lui donne le lait et le sein à volonté, on a de grandes chances que ça s'apaise. Et ça veut donc dire concrètement que le bébé peut passer 5 heures au sein. Parfois j'invite les parents à même passer la tête par la fenêtre le soir au moment où leur propre bébé est agité, et puis elles vont se rendre compte que d'autres parents du quartier font le tour du pâté de maison en poussette ou en voiture avec leur propre bébé qui n'est peut-être pas allaité. Donc ces phénomènes de pleurs du soir sont des phénomènes très courants. C'est pas le signe d'une pathologie. Donc pas d'inquiétude si ça arrive. Pas d'inquiétude a priori si on a un bébé qui prend bien du poids. S'il prend peu de poids, eh bien on va augmenter les tétés le reste de la journée aussi pour voir si ça relève un petit peu, ça réélève la quantité de lait produite. Le phénomène est courant et naturel. C'est épuisant, et c'est souvent comme ça que des mamans vont apprendre à leur bébé à téter en écharpe, par bébé par exemple. Le bébé peut très bien être à la bonne hauteur, à la bonne adresse, tout en étant en train de téter, ou alors la maman va se poser sur son canapé, se faire servir. Oui, on a besoin de se faire servir aussi quand on en a l'occasion, et donc on peut très bien avoir son bébé au sein et se nourrir de la même manière, ou se poser dans un canapé confortable, écouter de la musique, regarder une série, je ne sais, lire un livre si on s'en sent capable. Et c'est tout à fait ok de passer beaucoup de temps avec son bébé. Ok, ça marche. Alors on entend beaucoup parler des coliques. Oui. C'est un grand sujet, vaste sujet. Est-ce qu'on peut passer un petit peu de temps là-dessus, savoir ce que c'est véritablement, ces coliques? Est-ce que ça peut, est-ce que c'est la cause des pleurs des bébés? Alors, pour être honnête avec vous, le mot colique, c'est un mot qui m'agace, qui m'exaspère un peu, parce que un personnage que j'appelle souvent la voisine va vous dire « Ah, le bébé pleure, il a des coliques ». Alors, quand il est à peine né, il a des coliques. Quand il a 3-4 mois, c'est les dents. Et quand il a passé 1 an, c'est les caprices. Donc finalement, on donne une étiquette rapide, on vient très vite considérer qu'il y a un problème, et puis se dédouaner avec une espèce de notion, j'allais dire parasite, mais oui, pourquoi pas, et en tout cas assez globale, qui veut rien dire, et qui est assez définitive. Ce qui mérite là-dedans, c'est qu'on n'a pas de définition clinique claire du mot colique. Alors je sais, j'ai regardé pas mal d'études, et les études, il y a de vieilles études qui ont tendance à dire que les coliques, ce serait 3 heures de pleurs 3 jours par semaine pendant 3 mois. Mais ça, pour moi, c'est pas une définition clinique. Et puis, dans mon quotidien de consultante en lactation, j'ai vu des bébés qui étaient soi-disant des bébés à coliques, et le médecin avait prescrit tout un tas de potions magiques pour résoudre ces coliques. Et puis, comme je suis consultante en lactation, je regarde aussi la vélocité de la prise de poids du bébé, et je me rends compte que c'est pas ça du tout. Qu'on a un bébé qui en réalité n'a pas de colique, il a faim. Donc dans un premier temps, j'aimerais m'assurer que les bébés soient bien nourris et qu'ils reçoivent tout le lait dont ils ont besoin. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça mérite. Parfois, on a des bébés qui ont tout simplement besoin d'être dans les bras de leur maman. Et c'est pas parce que le bébé a fait une bonne tétée qu'il faut tout de suite se précipiter, le poser dans son berceau, on l'emmaillote et hop, emballé, c'est ficelé et c'est pesé, et maintenant il dort pendant 3 heures. Ça marche pas comme ça, un bébé. Un bébé, ça a besoin de bras, ça a besoin de câlins, on en parlait tout à l'heure. Ça a besoin de beaucoup de présence. Et puis il y a des bébés qui souffrent, qui n'ont pas de colique, ils ont quelque chose qui les dérange. Et il y a des bébés qui ont un reflux gastro-œsophagien, qui est une pathologie qui est vraiment assez sévère. On a beaucoup d'adultes qui souffrent de reflux, et d'ailleurs les médicaments anti-reflux sont les plus donnés au monde, devant les antidépresseurs. C'est donc et il n'y a pas que les bébés qui en souffrent, hein. Donc vraiment, c'est une pathologie qui vient irriter réellement la paroi de l'œsophage. Et donc imaginez du lait qui remonte mais avec de l'acidité, ça vient irriter la paroi de l'œsophage, ça peut même créer des lésions. On peut retrouver dans les selles des bébés des petites traces de sang, et puis on a un bébé qui est pas bien, il mâche juste une gomme, il se tord beaucoup en arrière, il ne dort jamais sur le dos, il dort plutôt sur le côté, voire pourquoi pas même le côté gauche, ou alors carrément sur son parent. J'ai des parents qui dorment le bébé comme ça la nuit, qui ne peuvent pas dormir autrement, parce que c'est vraiment le seul moment où le bébé va réussir à se poser. Et donc là, il n'a pas de colique, il a un reflux. Et le reflux, c'est assez terrible comme pathologie, parce que parfois le reflux ne s'accompagne pas de régurgitation.
Parfois ça s'arrête là. Et on a un bébé qui mâche du chewing-gum en permanence. Mais il souffre. Puis on sent même qu'il a la voix rauque, il a une respiration un peu sifflante, il se passe quelque chose à l'intérieur. Et même quand on le prend contre soi, on sent que ça remonte, et il se tord, et il est pas bien. Donc c'est pas des coliques, c'est une pathologie. Et tous ces petits signes-là, accompagnés même de beaucoup de pleurs et d'un bébé qui n'est pas capable de dormir 3 heures d'affilée sur 24 heures, ça ce sont des signes qui vont nous orienter vers le pédiatre. Donc ce que la maman va faire, c'est qu'elle va noter sur un papier ce qu'elle observe. Mon bébé a la voix rauque, mon bébé n'est pas capable de dormir 3 heures d'affilée, mon bébé a une bonne prise de poids mais il fait des tétées très très courtes et très très rapprochées. Et ça c'est ok, c'est-à-dire que le bébé il met moins de pression sur son estomac pour que justement ça remonte un petit peu moins. Donc voilà, plein de petits facteurs. De toute façon les mamans savent, et quand on arrive chez le médecin en général, quand on a un bébé qui a du reflux, il a tendance à être tellement malheureux qu'il est épuisant et il pleure beaucoup et on l'a beaucoup dans les bras, et on arrive chez le médecin et on est vraiment fatigué, on ne sait plus quoi lui dire. Donc on note sur un petit papier tout ce qui nous vient à l'esprit, et le médecin fera le tri entre ce qui est tout à fait normal et ce qui est du caractère de la pathologie. Et si le médecin pense qu'il y a une pathologie, le médecin va être susceptible de donner soit un pansement gastrique, donc une substance qui vient tapisser la paroi de l'œsophage et qui évite que l'acidité vienne irriter l'enfant, ou carrément un médicament qu'on appelle un inhibiteur de la pompe à protons, un médicament qui maintient le contenu de l'estomac à sa place et évite que ça remonte avec trop de force et surtout trop d'acidité. Donc, colique, restons prudents. Très bien. Et si mon bébé pleure sans cesse, oui, que faire? Est-ce que c'est vraiment Alors d'abord, normal, on essaie de voir si sa prise de poids est ok. La prise de poids, rappelons-le, d'une petite fille à l'été, c'est à peu près 190 grammes au minimum par semaine, je vais y arriver. Donc ça représente 800 grammes le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois. Après, ça diminue un petit peu. Le petit gars à l'été prend 230 grammes au minimum par mois, ce qui nous donne à peu près 1 kg. Donc si on a un bébé qui a pris 600 grammes, il est normal qu'il pleure. Pour revenir à la courbe de poids, elle est différente d'un garçon, la courbe d'un garçon et d'un bébé qui est nourri au lait artificiel. Oui, absolument, pardon de vous avoir coupé, bien sûr. Oui, la courbe qui figure sur les carnets de santé est un peu plus proche de la réalité de celle des bébés allaité. En tout cas, les carnets de santé récents sont un petit peu plus proches de ce qu'on attend pour les bébés allaités, mais c'est toujours pas ça. Là, typiquement, une maman, la semaine dernière, avait tracé sur une petite application de smartphone la courbe de poids de son bébé, et j'ai eu un doute, puisque je n'avais pas les mêmes repères en tête, même si je suis pas très matheuse, je les avais pas en tête, donc j'ai repris les règles de l'OMS et les courbes, j'ai tracé la courbe sur les références de l'OMS et on n'y était pas. Donc déjà, si on a un bébé qui pleure abondamment, on vérifie que la courbe de poids est bonne. Si la courbe de poids n'est pas bonne, maternage. On se pose dans une position confortable. Bien sûr, on m'a dégrafé le soutien-gorge, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas un vrai bébé. Mais on va materner notre bébé, lui proposer exagérément le sein, lui proposer gauche-droite et éventuellement soutenir sa lactation ou la réactiver par le biais d'un tire-lait qu'on va utiliser intensément pendant quelques jours par exemple. Et ça devrait remonter la lactation et potentiellement permettre que ce bébé reprenne du poids. Si ça ne suffit pas, de toute évidence, on va chez le médecin et on décrit ses pleurs, parce qu'il peut y avoir une pathologie sous-jacente. Alors, ça peut être des choses aussi bêtes que... bêtes. Je pense à une petite fille qui avait la clavicule cassée au moment de la naissance, par maladresse, et la maman me disait, j'ai entendu un crack, et elle sentait qu'elle ne pouvait pas la prendre dans certaines positions, donc il a fallu donner un antalgique, et puis ce bébé a pu récupérer. Parfois, on a un bébé qui a un inconfort, même cervical, ou des tensions dans les mâchoires, et donc un bon chiropracteur, un bon ostéopathe vraiment spécialisé en nourrissons vont aider à délier ça. Il y a des enfants qui ont des soucis gastriques, et une fois encore, l'ostéo peut aider. Et puis il y a des enfants qui ont d'autres pathologies, des pathologies neurologiques ou digestives ou autres, je ne suis pas médecin, qui vont nécessiter une prise en charge globale. Avant d'envoyer la maman chez le psy, on a quand même pas mal de choses à aller investiguer. C'est rare que le bébé pleure parce que la maman est inquiète ou angoissée ou dans un climat de difficulté maternelle. Mais un bébé qui pleure beaucoup,
D'abord, qu'est-ce que c'est que le beaucoup, mesurer le beaucoup, et ça, un professionnel va mesurer le beaucoup et va essayer de trouver, de comprendre ce qui se passe. Je dois préciser tout de même que mesdames, lorsque vous êtes inquiètes, c'est en règle générale vous qui avez la solution. Les mamans s'inquiètent pas pour rien. Les mamans ont besoin qu'on leur donne les clés, qu'on leur donne une grammaire cohérente de ce qu'on est en droit d'attendre de son bébé. Si vous êtes inquiète, eh bien, vous cherchez, parce que c'est comme ça qu'on trouve. Et même si quelqu'un a tendance à dire mais non, mais tout va bien, tant que vous n'êtes pas rassuré, on creuse. Jusqu'à obtenir une réponse fiable. Je pense à un petit bébé qui pleurait énormément et qui tétait énormément la nuit, et cet enfant avait une pathologie rare qui se manifeste par une allergie sévère aux protéines. Et réellement, la maman avait entendu tout un tas de discours, mais oui, mais un enfant ça pleure, et puis vous devriez le laisser pleurer pour qu'il fasse ses nuits. En fait, c'était pas du tout adapté à son enfant. Je pense à une petite fille qui de 0 à 3 mois prenait bien du poids, tout allait bien, et en fait cette petite fille, malgré le filtre du lait maternel, présentait une allergie aux protéines de lait de vache. Et comme j'avais relevé de l'eczéma sur ses sourcils, j'ai suggéré à la maman, après elle faisait ce qu'elle voulait, mais pourquoi pas de se lancer dans un régime d'éviction, et pendant 10 jours, si elle le fait bien, et pendant 10 jours elle a supprimé tout ce qui s'appelle produits laitiers de son alimentation, le beurre, la crème fraîche, les yaourts, les fromages, les flans, les biscuits, les pâtes à tarte, enfin vraiment, et les glaçons, et le chocolat au lait. Vraiment, elle a tout supprimé, et en quelques jours à peine, la petite allait vraiment beaucoup mieux. Donc, parce que tout passe du coup dans le tout passe, on ne sait pas. En tout cas, quantité est vraiment bien filtrée, mais il y a des enfants qui sont tellement sensibles, qui sont des vrais sentinelles, et ils disent « Ah, il y avait une trace de lait là-dedans ». Ok, très bien. Et du coup, est-ce qu'il existe des astuces pour éviter que les bébés pleurent? On disait tout à l'heure en début de vidéo que c'est bien de proposer le plus souvent possible le sein si le bébé pleure. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Les bercements, les bruits blancs, le maternage, le portage est vraiment important, et dans ces situations-là, on aime bien faire appel à des tiers, on appelle ça les allo-parents. C'est difficile d'élever un enfant seul, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent, mais si on a la chance d'avoir de la famille, des oncles, des tantes, des grands-parents qui sont là et qui nous prêtent des bras de temps en temps pour nous permettre de détendre notre dos, de nous ressourcer un petit peu, et puis le bébé il peut passer de bras en bras et être materné de cette manière. C'est pas mal pour survivre, parce que la petite enfance c'est quand même une période vraiment intense. J'ai beaucoup de mamans qui me disent que c'est vraiment le défi le plus riche, le plus intense de leur vie, et le plus gratifiant au même degré. Donc ne pas hésiter à se faire aider, et même quand on est en congé parental, on peut quand même se faire aider, on peut quand même pourquoi pas embaucher une babysitter, quitte à aller à un cours de yoga ou à la piscine ou chez le coiffeur, parce que se ressourcer lorsqu'on a un tout petit bout à la maison, un tout petit à la maison, c'est quand même crucial. Il y a des bébés, même, je parlais du reflux gastro-œsophagien tout à l'heure, même avec un traitement, il y a des bébés qui continuent de souffrir, et les mamans sont vraiment toutes démunies, et c'est super quand on arrive à avoir à mettre autour d'elles quelques soutiens, soit des soutiens associatifs. Je sais que par Instagram, par Facebook, il y a beaucoup de mamans qui se soutiennent entre elles, et ne serait-ce qu'avoir un petit mot de hey, c'est génial ce que tu fais pour ton bébé, ça fait du bien. Les groupes de discussion, les groupes de discussion, les forums, vraiment ça c'est très riche, et alors il y a ce côté un petit peu dommage de ne pas voir quelqu'un en personne, et en même temps pouvoir dire à 3h du mat j'ai un souci, et avoir quelqu'un qui dit allez je pense à toi, ça fait quand même du bien. Et puis oser aussi franchir les portes des groupes de soutien. J'étais hier à Grenoble, et puis on parlait de 2-3 associations locales, donc ça existe, il en existe vraiment un peu partout. Il y a les marraines de lait, il y a Solidarilait, il y a la Leccelli, il y a l'allaitement tout un art, il y a vraiment tellement d'associations aujourd'hui en France. Je les connais pas toutes, et elles sont pour beaucoup référencées soit sur le site de la CoFarm, soit sur le site Vanilla Milk, qui sont des sites de gens volontaires qui disent allez, n'ayons pas des maillons isolés, essayons de vraiment tisser une toile autour des mamans, soit de professionnels, soit de jeunes mères qui veulent partager leur expérience,
Et parfois, ne serait-ce que aller dans une réunion où on écoute d'autres mamans évoquer leur quotidien, eh bien on va aller chercher des astuces, on va aller chercher, on va partager des expériences, des informations. Et puis on va se dire ah tiens ça résonne en moi, ça je vais tester, et puis on repart un petit peu gonflé, et puis on a des recettes de cuisine, on a des coordonnées d'une babysitter ou d'un dentiste, on des petites choses, on est plus seul. On est vraiment dans une société qui isole beaucoup les mamans, et à notre manière, recréons ces maillages. Voilà, c'est tout. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Entendu, merci.